Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. Mon nom est Michel Bergeron, je suis co-lead du bureau de Lévio à Montréal et j'aurai le plaisir d'animer votre webinaire aujourd'hui. Pour la présentation, je suis accompagné de deux collègues, Laurence Biron et Joanne Carmel. Laurence et Joanne sont deux collègues de Lévio qui sont responsables de notre pratique d'affaires en vie privée et droit des technologies d'information. Le format du webinaire aujourd'hui sera constitué d'une présentation de Joanne et Laurence et ensuite suivi d'une période de questions. Ceci dit, pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers avec Lévio, Lévio est une boîte spécialisée en transformation numérique qui a été fondée à Québec en 2013 et qui compte aujourd'hui près de 2000 conseillers experts, supportant plus de 200 partenaires d'affaires et le tout réparti dans 12 bureaux à travers le monde. Et pour ceux qui sont intéressés, on se fait souvent poser la question quelle est la signification du mot Lévio, mais Lévio veut dire rendre plus léger, plus agile, rapide et aussi plus souple. La répartition de nos bureaux, vous la voyez à l'écran, nos deux plus récents bureaux sont ceux de Mumbai et de Paris pour aider l'accompagnement de nos clients à l'international. Maintenant, dans la thématique d'aujourd'hui, on va rentrer plus en détail dans des enjeux de renseignement, de protection des renseignements personnels dans nos entreprises. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais simplement introduire la thématique. On le sait tous, la protection des renseignements personnels, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui retient de plus en plus d'attention, surtout dans un contexte où les cybercriminels nous attaquent quasiment à chaque semaine. Donc, il faut se protéger, mais au même titre qu'on le fait pour la protection des lieux physiques, que ce soit de nos maisons ou de nos bureaux, il est important de mettre des serrures sur nos portes, il est important de protéger les biens précieux, que ce soit de l'argent ou autre objet de valeur, soit dans des endroits sécurisés, même des coffres-forts. Il est même important dans certains cas d'installer des systèmes d'alarme, d'avoir des caméras pour s'assurer que l'accès aux objets de valeur dans nos maisons, dans nos bureaux, soit limité seulement à quelques personnes. Et la protection des renseignements personnels est un peu la même chose. L'ensemble des organisations disposent d'une richesse incroyable d'informations sur ses clients, sur ses employés. Cette information-là est précieuse pour les détenteurs de ces informations-là. C'est un peu comme si vous aviez des pépites d'or un peu partout dans votre organisation. Bien, il est important de protéger ces pépites d'or, de limiter leur accès, d'assurer une sécurité de ces pépites d'or et même dans certains cas, si jamais malheureusement un cybercriminel réussit à se les approprier, bien, il faudra aviser les autorités publiques. Donc, c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Quelle est la portée des renseignements personnels et plus particulièrement la portée de la nouvelle loi 25? Quels sont les impacts sur les organisations, mais plus particulièrement, comment réussir votre conformité en 5 étapes, le tout suivi d'une période de questions. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue Laurence. Merci beaucoup, Michel. En fait, la loi 25, donc, on en entend beaucoup parler et il est très important de pouvoir tout de suite se poser la question de quel est le cadre et d'où cela vient. La question du respect de la vie privée et la question de la protection des renseignements personnels n'est pas une question qui a émergé en 2022. Au Québec, depuis 1975, le législateur se préoccupe du respect des droits et des libertés de la personne. Et vous voyez à l'écran que, au fur et à mesure donc de l'avancée de notre société, au fur et à mesure aussi de l'évolution des technologies, le législateur a pris le soin d'ajuster sa réglementation et de pouvoir venir au plus près de la protection des renseignements personnels. Il y a un tournant majeur en fait qui a été néanmoins effectué à partir de 1991, quand le Code civil a permis la codification du respect de la vie privée. Puis en 2022, donc cette loi fédérale sur la protection des renseignements personnels, alors cette loi provinciale, pardon, sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, qui est venue modifier les lois existantes. Donc c'est cela dont nous allons parler aujourd'hui.
Il est important effectivement de rappeler finalement que la loi 25, elle vient moderniser, comme le dit Laurence, les règles protégeant les renseignements personnels au Québec afin qu'elles soient mieux adaptées aux nouveaux défis posés par l'environnement numérique et technologique actuel. Et donc, cette loi 25, elle vient avant tout protéger un droit fondamental qu'est le droit au respect de la vie privée. Et à cet effet, elle va renforcer notamment les prérogatives du régulateur. Jusqu'alors, la loi manquait un peu de mordant, on va dire. La loi 25 vient améliorer finalement la crédibilité de la régulation en renforçant notamment le pouvoir d'action, voire le pouvoir de sanction de l'autorité de contrôle. Donc la CAI, la Commission d'accès à l'information, a désormais le pouvoir d'imposer des sanctions administratives pécuniaires aux entreprises qui contreviennent à la loi. Et ces sanctions se veulent dissuasives. Elles peuvent notamment atteindre 10 millions de dollars, voire 2% du chiffre d'affaires mondial, pour peu que ce montant soit plus élevé. En outre, on voit que la loi elle introduit plusieurs nouvelles infractions, en vertu desquelles la CAI peut intenter des poursuites pénales, mais nous y reviendrons plus tard. La loi vient aussi renforcer les droits des citoyens. Elle vient doter les personnes concernées d'un plus grand contrôle finalement de leur renseignement personnel. Les personnes concernées, c'est vous, c'est moi. Ce sont les personnes dont les informations personnelles sont traitées par une organisation. C'est le visiteur d'un site internet, c'est l'employé d'une entreprise, le client d'un magasin, le patient d'un établissement médical. Enfin, la loi permet une meilleure protection des droits de ces personnes en leur donnant plus de pouvoir non seulement sur le traitement des informations qui les concernent, mais aussi une meilleure compréhension à l'égard des conséquences de leur choix. Donc c'est un droit d'accès, donc le droit d'accéder, de savoir, de consulter les informations qui sont détenues par l'organisation. Elle dispose aussi de celui d'obtenir des informations comme les fins pour lesquelles l'organisation collecte ses renseignements personnels, la finalité de la collecte, un droit de rectification ou encore un droit de portabilité dont nous parlerons plus tard. La loi vient aussi responsabiliser finalement les acteurs. Elle vient responsabiliser les entreprises, les organismes publics. Elle impose finalement aux organisations qui traitent les renseignements personnels des individus de nouvelles obligations. Elle impose d'adopter une gestion plus responsable dont le maître mot est la transparence. Donc qu'il s'agisse de l'obligation de mettre en œuvre des politiques encadrant la gouvernance des RP ou encore de prendre les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour protéger au mieux les renseignements personnels qu'elle traite. Être responsable aussi, c'est être en capacité finalement d'apporter la preuve de sa conformité. Et puis enfin, la loi vient soutenir, elle vient contribuer à l'innovation durable, dans le sens où la loi est souvent perçue comme étant un frein à l'innovation digitale. Mais en fait, non, le numérique est supposé être un moyen au service de l'humain. Donc la loi vient simplement soutenir ce développement d'un numérique plus vertueux, plus responsable, et donc plus respectueux des droits humains. Elle contribue vraiment au développement d'une innovation durable pour faire écho à la notion de développement durable qui ramène l'humain au cœur des préoccupations de la transformation digitale. Merci Joanne. Alors, avant de rentrer plus en avant sur les exigences de la loi, il est très important de pouvoir s'arrêter sur la question, sur la notion de renseignement personnel. On entend beaucoup d'informations, mais il faut vraiment se poser. Alors, un renseignement personnel. Joanne, Michel et moi, nous apparaissons à l'écran. Donc, vous avez nos noms et nos prénoms. Ce sont des renseignements personnels, d'accord? Vous voyez nos visages, vous entendez nos voix. Ce sont des renseignements, ce sont des informations biométriques. Donc, tout ce qui est photo, vidéo, votre voix dans un message vocal que vous adressez à un collègue dans un contexte personnel, c'est un renseignement personnel. Donc, à l'écran, vous avez la typologie de toutes les données que vous pouvez retrouver dans votre organisation. Les entreprises qui utilisent notamment les réseaux sociaux pour communiquer à la fois en interne et en externe ont accès au profil que l'on qualifie de culturel ou social de leurs employés, de leurs prospects, de leurs candidats au recrutement, par exemple. Ce sont autant de sources de renseignements personnels. Vous avez des véhicules, vous avez une flotte de véhicules, vous permettez à vos employés d'utiliser des téléphones intelligents. Ce sont autant de données que l'on va retrouver dans ce type de terminaux. L'usage, par exemple, du GPS permet de localiser à la fois la personne et le bien, c'est-à-dire votre collaborateur qui est au sein d'un véhicule.
Pour la gestion de votre entreprise ou pour d'autres raisons, vous pouvez avoir accès aussi aux données de santé. Par exemple, vous proposez une assurance collective à vos employés. Vous avez là aussi une mine d'informations, une mine de renseignements personnels. Les données bancaires de vos employés, les données bancaires de vos clients sont des renseignements personnels. Les identifiants en ligne, votre adresse email personnelle, l'adresse email de vos collaborateurs, renseignements personnels. Puis les adresses. Donc, on a deux types de renseignements personnels. Un renseignement personnel, c'est toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement un individu. On parle de renseignements personnels uniquement pour des individus. On ne parlera pas de renseignements personnels, par exemple, pour une entreprise. Ce sont des informations d'entreprise. Donc là, à l'écran, on vous a mis des exemples de renseignements personnels, en fait, que l'on peut recueillir directement. Mais on peut également combiner des informations qui, de par la combinaison, deviennent des renseignements personnels. Par exemple, si je vous dis « ma collègue qui porte des lunettes rouges, une tenue bleue et qui présente ce webinaire sur les renseignements personnels à 12h13 », je n'ai pas cité Joanne Carmel, mais vous avez pu l'identifier. Donc attention à cette notion de renseignement personnel direct ou indirect et renseignement personnel par combinaison. Vous voyez, au sein de votre entreprise, on a essayé de reprendre toutes les fonctions clés qui existent dans une entreprise pour vous montrer où vous pourriez avoir, sans le savoir ou peut-être uniquement sans vous en rendre véritablement compte, de tous les lieux, toutes les fonctions qui manipulent des renseignements personnels. Alors c'est évident, lorsque l'on se pose la question de la conformité, on commence par aller vers le département des ressources humaines et du recrutement. Un CV d'un candidat, c'est une mine de renseignements personnels. Les fiches sur les employés, ce sont des exemples qui sont vraiment que vous retrouverez dans toutes les entreprises. Votre système d'information est vraiment une sorte d'agrégateur. C'est celui qui va venir vous offrir une vision a priori complète, une vision globale des renseignements qui circulent au sein de votre entreprise. Vous avez un actionnariat au sein de votre corporation, pareil. Tout ce qui a trait à la gestion de l'actionnariat, on retrouve des renseignements concernant les actionnaires, leur prise de participation et autres. Au niveau des ventes, si vous êtes une entreprise qui vend directement à des clients dits particuliers, c'est-à-dire que vous êtes en B2C, toutes les informations qui relèvent de votre clientèle regorge de renseignements personnels. Au niveau logistique et approvisionnement, on en parlait sur la diapositive précédente, en termes de moyens, l'accès aux bâtiments, le fait de pouvoir badger, l'accès au téléphone portable, la mise à disposition de véhicules. Voilà, je m'arrête là. Sur la communication et le marketing, votre entreprise, bien évidemment, souhaite être visible du plus grand nombre et s'affiche sur les réseaux sociaux dont on ne citera pas les noms. Votre entreprise collecte des renseignements personnels par ce biais. Puis en termes de finances et comptabilité, la gestion de la paye, par exemple. Donc, vous voyez, avec cette fonction support, cette fonction de votre entreprise, vous vous rendez compte qu'il y a une source importante de renseignements personnels. Voyons un peu les impacts de la loi pour votre organisation. Et d'abord, cette notion de défi de la donnée au sein de l'entreprise. Le principal défi finalement qui s'impose désormais au sein des organisations, c'est de pouvoir à la fois collecter, préserver, tout en valorisant finalement ces renseignements personnels qui représentent une source importante, mais surtout inépuisable de développement de leurs affaires. Je pense qu'on peut passer tout de suite à la diapo suivante. Ce qu'il est important aussi de mentionner, c'est que souvent la mise en conformité à la loi, elle est d'abord perçue comme étant une contrainte qui impose une importante transformation organisationnelle, qui va nécessiter d'y consacrer beaucoup de temps et des ressources conséquentes. Donc, certes, il s'agit d'un investissement, mais la conformité est surtout une opportunité d'affaires. Et l'adage « il vaut mieux prévenir que guérir » prend tout son sens ici. Vous verrez que la conformité peut s'avouer extrêmement onéreuse.
L'un des premiers risques, il est d'abord financier. Pour rappel, donc la CAI, la Commission d'accès à l'information, dispose de nouveaux pouvoirs, et celui notamment d'imposer des sanctions administratives pécuniaires, jusqu'à, j'aime bien le mentionner encore et encore, jusqu'à 10 millions de dollars ou 2% du chiffre d'affaires mondial si le montant est plus élevé. Donc, nous l'avons aussi mentionné brièvement plus tôt, la loi crée de nouvelles infractions pénales qui peuvent donner lieu du coup à des poursuites et donc à des amendes, et de montants là pouvant atteindre 25 millions de dollars ou 4% du chiffre d'affaires mondial si ce montant est plus élevé. Il faut noter aussi que les personnes concernées peuvent réclamer des dommages, intérêts punitifs d'au moins 1 000 $ lorsqu'une atteinte illicite à un droit conféré par la loi leur cause un préjudice et que cette atteinte elle est intentionnelle ou résulte d'une faute lourde. Notez aussi que ces sanctions sont cumulatives. L'autre risque, il est réputationnel. On a souvent quelques exemples qui ont défrayé la chronique. Donc, c'est une mauvaise publicité qui sera abondamment relayée, voire médiatisée. Il en résultera forcément une détérioration de l'image de marque et forcément une perte de confiance des citoyens, des consommateurs, des clients, des usagers en cas d'incident de confidentialité ou en cas de fuite de renseignements personnels, par exemple. Donc, c'est une perte de légitimité, de crédibilité finalement quant aux valeurs probablement prônées par l'organisation. C'est le risque de se faire aussi distancer par la concurrence qui est potentiellement plus conforme. Donc, cette perte, voire cette fuite de la clientèle, non seulement aura des répercussions directes sur le chiffre d'affaires, mais elle va altérer, à n'en point douter, la compétitivité, la prospérité, voire la pérennité de l'organisation. Autre risque, c'est au niveau de l'affaire. Il y a une altération forcément de la performance de l'organisation. En cas de faille, en cas de recours, voire de sanction, au mieux, il en résultera un ralentissement des activités de l'organisation, au pire, une paralysie totale. Et qu'en est-il finalement des impacts que l'on peut aussi recueillir sur les employés eux-mêmes? C'est du stress, c'est de la culpabilité, une remise en question parfois des compétences, mais c'est aussi parfois une fuite des talents. On n'y pense pas forcément, mais certaines personnes vont se détourner aussi de l'organisation pour préserver leur employabilité ou simplement parce qu'elles ne se reconnaissent plus dans les choix, voire les non-choix opérés par l'organisation. Et c'est aussi une perte d'opportunités d'affaires avec le risque finalement d'être exclu ou de ne pas pouvoir candidater à des appels d'offres. D'un point de vue judiciaire, le risque, c'est des poursuites, tout simplement devant les instances judiciaires. On a des recours, certes privés, mais c'est aussi des actions collectives qui peuvent être menées par les personnes. Vous avez aussi un risque par rapport à la personne concernée, tout simplement parce qu'il ne faut pas perdre de vue l'essence même de la loi qui est de protéger les individus, de préserver le droit au respect de la vie privée des personnes dont les renseignements sont traités. Dès lors, le risque en termes d'impact d'une non-conformité est aussi et surtout pour les personnes concernées. Ça peut être des impacts physiques, matériels, moraux, de la simple perte de temps à réitérer des démarches, à la réception de courriers non sollicités, à un péril financier, à une perte de preuves dans le cadre d'un contentieux, l'usurpation d'identité, la perte de droits, la liste elle est longue. Et le niveau de gravité plus ou moins important, mais assurément non négligeable. En termes de sécurité, omettre de prendre toutes les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour protéger les RP, finalement, c'est accroître le risque de subir une cyberattaque. Et puis, d'un point de vue sociétal, le non-respect des principes de protection des individus et de leur vie privée, finalement, c'est aller à l'encontre du principe de base, encore une fois, de cette loi qui est de protéger l'humain. Et puis, on pense parfois aussi à cette empreinte carbone, avec l'impact qu'on a sur l'environnement et le coût, finalement, de l'utilisation, par exemple, non nécessaire de ressources énergétiques pour le stockage de données, notamment que l'on conserverait beaucoup plus que nécessaire au sein de l'organisation. Après les risques, voyons les bénéfices, parce qu'il y en a. Les bénéfices,
parce qu'on l'a dit, on l'a mentionné, c'est une opportunité d'affaires. D'abord, en termes de confiance et d'adhésion. Faire le choix de la conformité et donc miser sur la transparence, c'est fidéliser votre clientèle. C'est rassurer le consommateur, rassurer l'usager. C'est conforter le citoyen dans l'idée qu'il peut en toute sérénité vous confier ses renseignements personnels. Parce qu'il sait que l'utilisation que vous en ferez sera dans le respect de ses droits, dans le respect de sa vie privée. Donc, c'est instaurer une relation de confiance avec les personnes concernées qui est aussi favorable quelque part à une minimisation des risques réputationnels en cas d'incident, puisque le risque zéro n'existe pas. Et puis, c'est un avantage concurrentiel. La conformité, c'est vraiment un outil marketing formidable. Il permet finalement, cette conformité permet de se démarquer de la concurrence et de pouvoir aussi prétendre à certaines opportunités d'affaires. La conformité à la réglementation en matière de protection des RP, c'est une condition sine qua non, on va le voir plus tard aussi, pour pouvoir faire affaire, pour pouvoir répondre à des appels d'offres. En termes de sécurité juridique, c'est très clair, vous limitez finalement le risque de faire l'objet de poursuites judiciaires. Adopter une démarche proactive, c'est toujours moins onéreux que de devoir subir les conséquences d'une non-conformité. On rappelle encore une fois les sanctions pécuniaires. Et puis, d'un point de vue RSE, c'est aussi être au service de la sobriété numérique, tout simplement, et puis de gérer les risques finalement, dont l'objectif de la minimisation des risques, d'optimiser le système, d'avoir une saine gestion et une valorisation optimale des renseignements personnels. Merci Joanne. Alors cette loi que l'on qualifie de loi 25 a une mise en œuvre qui est assez particulière. C'est-à-dire que le législateur a décidé que la mise en conformité des entreprises devrait se faire sur 3 pas de temps, donc 3 jalons différents. Le premier jalon était le 22 septembre 2022. Rappelons que la loi a été en fait édictée en 2021 et qu'elle devait, son premier jalon, septembre 2022. Donc, vous auriez dû, ou vous êtes, ou vous devriez être conforme et avoir déjà désigné une personne qui est responsable de la protection des renseignements personnels. Ça, c'est vraiment le minimum requis à faire. Donc, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à le faire. Cette personne responsable de la protection des renseignements personnels et donc doit être située à un niveau important dans la hiérarchie, avoir une vision globale de ce qui se passe dans l'entreprise et est responsable de l'application et du respect de la loi au sein de votre entreprise. Vous avez aussi, depuis septembre 2022, l'obligation d'informer les personnes concernées. Donc, je rappelle, c'est-à-dire les personnes dont vous collectez, dont vous traitez les renseignements personnels, vous devez les informer en cas d'incident de confidentialité qui pourrait leur causer un préjudice sérieux. Un exemple, une fuite de données, un problème sur votre site internet qui impacte vos clients particuliers. Voilà, ce sont des incidents de confidentialité et vous avez l'obligation de tenir un registre des incidents de confidentialité. Donc ça, c'est pour le premier jalon, septembre 2022. Le jalon le plus important, c'est cette année, parce qu'au 22 septembre 2023, vous voyez à l'écran, vous avez un minimum de 5 principales exigences d'affaires. Dans un premier temps, il s'agit d'élaborer un cadre de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un cadre de gouvernance? Vous devez avoir mis en place un cadre que vous communiquez, qui implique donc la rédaction et la diffusion de politiques de protection des renseignements personnels, tant en interne, chez vous, qu'une politique de confidentialité que vous pourriez publier sur votre site Internet, par exemple. Vous devez aussi avoir une politique de protection, une politique liée à la gestion des témoins, c'est-à-dire des cookies sur votre site Internet. Donc, vous devez disposer d'un arsenal qui explique à la fois à la personne concernée et même à vos interlocuteurs d'affaires comment, alors à quel point la protection des renseignements personnels est importante dans votre société et comment vous protégez les renseignements personnels, tant d'un point de vue physique que d'un point de vue sécurité informatique, que d'un point de vue également politique. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il s'agit de pouvoir
bonifier les informations transmises aux personnes concernées lors de la collecte de leurs renseignements personnels. Très clairement, vous devez faire preuve de transparence. C'est ce que la loi nous demande, en fait, faire preuve de transparence à l'égard des personnes concernées. Vous devez être en capacité d'indiquer clairement à Joanne et à Michel quels sont les renseignements personnels que vous allez collecter ou que vous détenez les concernant. Et toujours selon un principe du « moins j'ai besoin de collecter des renseignements personnels et mieux mon entreprise se porte et moins je l'expose à des risques d'usurpation ou en tout cas d'infraction ». Le troisième point, il s'agit de pouvoir détruire ou rendre anonymes les renseignements personnels dans certaines circonstances. Là, on va parler en fait de cycle de vie de la donnée ou en tout cas de sort final. Avant cette loi, on était vraiment dans une société où on collectait des renseignements personnels et on ne se posait pas la question de la durée de conservation de ces renseignements personnels. Dorénavant, vous devez non seulement dire « Voici, chers clients ou chers collaborateurs, ce que je collecte, ce que j'ai ou ce que je partage comme renseignements personnels te concernant. Et voici en fait la durée de conservation de ces informations. Et à l'issue de cette durée de conservation, voici en fait le sort final de tes données. Soit je les détruis, soit je les anonymise en fonction des circonstances. » Autre point, il s'agit également d'évaluer les risques en matière de vie privée. Donc là, on pourra s'en parler lors d'un prochain webinaire. Il s'agit de faire des évaluations des facteurs impactant la vie privée, les fameuses EFVP. Et puis, c'est primordial, il faut obtenir au préalable le consentement de la personne pour utiliser ces renseignements personnels. Voici pour septembre 2023. Septembre 2024, c'est une mesure qui est très simple. Communiquer à la demande de la personne concernée ses renseignements personnels qu'elle a fournis à une autre entreprise. Ça s'appelle la portabilité. Nous y reviendrons à d'autres occasions. Merci, Laurence. Donc, un des défis dans l'application de la loi 25, c'est que lorsque les gens doivent se poser la question, est-ce que je suis conforme? C'est tout dépendamment de la date de mise en œuvre des différentes dispositions de la loi. Donc, c'est important. On a passé beaucoup de temps là, sur cette diapo aussi, mais c'est important de bien comprendre la nature des éléments auxquels vous devez être conforme en fonction des différentes dates de septembre. Donc, diapo très important. Merci, Laurence. Maintenant, comment on réussit la conformité en 5 étapes, mesdames? C'est très simple. Joanne, je t'en prie. Oui, tout d'abord la sensibilisation. Donc c'est l'un des aspects clés de la conformité qui devrait être une priorité d'ailleurs pour les organisations. C'est non seulement un prérequis à la démarche de mise en conformité, parce qu'il importe de s'assurer que toutes les strates de l'organisation, de la direction de l'exécutif aux agents de terrain, que toutes les strates partagent finalement un même niveau de compréhension et de connaissance du sujet. Et puis il y a un adage selon lequel la première source de risque en sécurité de l'information se trouve souvent entre l'ordinateur et la chaise. Donc, en d'autres termes, c'est l'individu lui-même. Donc, l'objectif, c'est vraiment de créer aussi une attitude vigilante et prudente à l'égard de la protection des renseignements personnels, changer les comportements inappropriés et renforcer, finalement, façonner les comportements appropriés. Puis, s'ils ne sont pas informés de ce qu'ils traitent, les employés ne sont pas non plus conscients des conséquences et des responsabilités qui peuvent découler d'une mauvaise manipulation des renseignements personnels. Et puis, comment une organisation peut-elle prétendre que ses employés se conforment à la réglementation si elle n'offre pas une formation, une sensibilisation et des contrôles adéquats? Ensuite, en fait, d'un point de vue vraiment pragmatique, nous procéderons à une revue de conformité. Il s'agit de pouvoir identifier tous les traitements, tous les processus qui collectent des renseignements personnels, en tout cas tous ceux qui permettent d'identifier des renseignements personnels dans votre entreprise. Cette revue de conformité permettra ensuite de pouvoir établir un plan stratégique et opérationnel. On aura identifié des écarts de conformité et le plan stratégique et opérationnel permettra en fait de vous rendre conforme au fil du temps. Puis mettre en place la gouvernance. Alors attention, ces actions, elles ne sont pas linéaires d'un point de vue chronologique. On peut les mettre en parallèle et décider en fonction de la criticité de la question dans votre entreprise de les mener avant ou après. Puis,
très important. Il s'agit maintenant, quel que soit votre projet et quelles que soient en fait les personnes concernées, de toujours prendre en compte les renseignements personnels dès la conception de vos projets. Alors chez Levio, nous sommes en fait ravis et fiers de pouvoir disposer d'un ensemble de capacités pluridisciplinaires et complémentaires pour vous accompagner. Donc, que ça passe bien évidemment par la vie privée et droit des TI, la pratique que nous avons en fait l'honneur de piloter. Nous avons une expertise certaine et avérée et que l'on met à disposition de grands comptes en termes de cybersécurité et risques d'entreprise. On parlait de revue de conformité, c'est là que nos analystes, à la fois en sécurité de l'information et en cybersécurité, viendront identifier, détecter et analyser vos processus d'affaires, la gouvernance des données également. Puis, pour tout ce qui est info nuagique et infrastructure, vous verrez, c'est essentiel de pouvoir se poser les bonnes questions en termes d'outils et en termes de stratégie. Et pour les entreprises en fait qui sont lancées dans l'intelligence artificielle ou qui s'apprêtent à le faire, nous avons également des conseillers qui pensent à la fois respect de la protection des renseignements personnels et intelligence artificielle, intelligence d'affaires. Alors, il est important pour une organisation d'avoir une vue globale de la réglementation relative à la protection des renseignements personnels à laquelle elle est soumise et contrainte du fait de son activité, mais surtout du périmètre géographique de son activité. Une entreprise dont le siège social se trouve à Montréal et qui propose finalement des services aux résidents européens est soumise à la réglementation européenne en matière de protection des données personnelles, soit au RGPD. Donc, identifier l'ensemble des lois et des réglementations applicables est primordial parce que vous avez certaines, certes, qui peuvent être similaires, mais il y a aussi certaines situations où elles sont très différentes les unes des autres. Et puis, ça permet d'éviter une duplication des efforts de conformité. Donc, le contexte de l'organisation est parfois multijuridictionnel et il faut noter aussi l'importance finalement d'un suivi de ce périmètre, parce qu'une organisation, elle peut s'agrandir, elle peut s'ouvrir à un nouveau marché, sur un nouveau territoire, donc à une nouvelle juridiction. Elle peut aussi acquérir une nouvelle entreprise, représentant un risque ou une exposition potentiellement nouvelle. Donc voilà, cette approche, nous l'avons aussi chez Levio. Nous pouvons vous accompagner, en tout cas, et nous adapter à l'environnement réglementaire qui est le vôtre. Merci. Alors, pour pouvoir vous accompagner, nous avons mis en place un certain nombre d'offres qui sont adaptées, quelle que soit la taille de votre entreprise, quelle que soit en fait la province dans laquelle vous évoluez et quelles que soient aussi les positions géographiques internationales sur lesquelles vous rayonnez. Donc, ces différents packs, vous pouvez le voir à l'écran, s'adaptent véritablement en fonction de vos besoins et comprennent généralement, systématiquement, une évaluation sommaire de conformité et de maturité, c'est-à-dire voir où est l'entreprise en termes de protection des renseignements personnels, d'accord? Nous accompagnons également à la vigie réglementaire au Canada et ou en Europe et sur d'autres réglementations en fonction de vos positions géographiques et de vos intérêts. Puis nous vous accompagnons à l'élaboration d'un programme de conformité et de protection des renseignements personnels. Donc vous verrez, quels que soient vos enjeux et quel que soit votre degré de maturité, nous saurons répondre à vos questionnements. Merci, mesdames. Donc, du contenu très riche. Je propose qu'on passe maintenant à la période de questions. D'entrée de jeu, la première question est: quel est le niveau de préparation des entreprises du Québec? Vous avez l'occasion dans vos mandats respectifs de comprendre la réalité de nos entreprises. Donc, quel est le niveau de préparation de conformité de nos entreprises présentement? Alors en fait, nous avons vu qu'au niveau de ce que nous qualifions les grands comptes, les grands groupes, la préparation a commencé sitôt que la loi a été promulguée parce qu'on voyait déjà ce courant arriver. Pour les PME, pour certaines PME, on sent que 2023, c'est vraiment une étape clé et donc certaines sont dans un sprint final. Nous pourrons qualifier la situation comme telle. Et Laurent, justement, là-dessus, on a une question. La loi s'applique à toutes les entreprises ou simplement aux plus grandes entreprises? La loi s'applique à toutes les entreprises. La réponse est simple.
Donc, il y a un défi de conformité, peu importe la taille. Ceci dit, évidemment, les plus petites entreprises ont moins de ressources disponibles et on en parlera tout à l'heure plus en détail. En quoi le régime du Québec est différent peut-être du régime canadien ou même européen ou américain en matière de protection des renseignements personnels? Alors le régime du Québec, à l'échelle du Canada, on peut dire qu'il est précurseur parce qu'il est véritablement à la pointe par rapport à la loi fédérale qui, pour l'instant, est encore moins ajustée aux exigences de la société, au développement technologique. Le régime québécois s'est beaucoup inspiré de ce qui a été fait en Europe, mais on retrouve en fait quelques disparités, notamment sur tout ce qui est donc protection, gestion des cookies sur les sites internet ou autres. Mais il y a beaucoup de similitudes. Une autre question, quelle est la différence entre la loi 25 et la loi 64? Joanne? On avait le projet de loi 64, qui ensuite est devenu la loi 25, qui donc a modernisé les lois, notamment sur l'accès et la loi sur le secteur privé. Voilà, c'est juste ça. C'est une nuance importante. La question, ça crée un petit peu de confusion là-dessus. Oui. J'aimerais savoir quels sont les éléments déclencheurs que vous avez observés là, en matière qui déclenchent une volonté de se conformer auprès des entreprises. Joanne, tu veux commencer? Oui, alors l'un des éléments déclencheurs, c'est les personnes, tout simplement. Le consommateur, le citoyen, l'usager, tout simplement parce qu'ils sont de plus en plus soucieux, ils ont cette préoccupation de plus en plus grandissante de la protection de leur RP. Et ces personnes peuvent avoir eu cette démarche de porter plainte auprès de la CAI, et forcément, ça déclenche un processus finalement, et l'entreprise se retrouve dans l'obligation de se conformer à ses obligations en termes de protection de renseignements personnels. Vous avez aussi un élément qui est très à faire. Vous souhaitez en fait répondre à des appels d'offres. Dorénavant, vous avez des clauses de protection des renseignements personnels, donc de respect de la protection des renseignements personnels dans tous les appels d'offres au niveau provincial ou fédéral. Pour pouvoir y répondre, vous devez être conforme. Vous avez également un élément qui est moins intéressant mais qui est réel. Vous avez eu un incident de confidentialité et donc qui déclenche votre mise en conformité, ainsi qu'une volonté de votre direction des systèmes d'information ou même de votre direction légale d'initier le projet. En interne, tout simplement. Donc, ça va devenir, surtout si vous avez des clients de plus grande taille comme entreprise ou que vous fassiez affaire avec les gouvernements, ça va devenir une condition essentielle pour pouvoir continuer de faire affaire avec eux. Ça l'est devenu. Merci. Est-ce que ce risque est assurable? Puis quelles sont les conditions pour être assurable, justement? Alors en fait, on a remarqué qu'il y a un grand nombre d'entreprises qui ne sont pas assurables du fait de la non-conformité. Et chez Levio, on a décidé en fait de pouvoir accompagner ces entreprises pour pouvoir les rendre assurables, tant d'un point de vue cybersécurité que d'un point de vue conformité et respect de la protection des renseignements personnels. Donc c'est vraiment important pour l'entreprise pour pouvoir protéger donc ses acquis, sa réputation et son développement des affaires, et puis être en conformité. Donc, si on utilise l'analogie au niveau de la protection des lieux physiques, au même titre qu'il faut mettre des serrures sur nos portes et qu'éventuellement, si on n'a pas verrouillé les portes, le risque n'est pas assurable, mais c'est la même réalité au niveau des renseignements personnels. Tout à fait. Si je suis une PME qui cherche des ressources, puis justement, on parlait tout à l'heure de la difficulté pour les plus petites entreprises de se conformer, est-ce qu'il y a des ressources qui existent pour m'aider? Oh oui, bien sûr. Alors, si vous ne disposez pas de ressources en interne, ce qui est le cas pour beaucoup d'entreprises, il y a une initiative que vous pouvez retrouver sur Internet qui s'appelle maloi25.ca. C'est un site Internet et qui offre en fait un volume de plus de 20 heures, mais voire entre 20 et 30 heures de consultation à des tarifs très intéressants pour les PME. Merci. Une nouvelle question qui vient d'arriver. Quels pourront être les impacts de l'application de la loi 25 sur l'usage des solutions nouvelles en intelligence artificielle comme ChatGPT et autres, par des entreprises ou des particuliers québécois?
Alors, c'est une question qui, en Europe et ici aussi, commence à faire grand bruit. Par exemple, au niveau de l'Union européenne, ChatGPT n'est pas conforme au règlement général de la protection des données. Donc, ça veut dire que dans votre entreprise, vous serez amené, et dans vos politiques de confidentialité, dans votre politique de protection des renseignements personnels, à encadrer l'usage d'outils quel qu'il soit. Je ne fais pas de pub, mais il faudra encadrer l'usage des outils dans la sphère professionnelle. Et de façon tangible, vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais on a vu avec l'implantation justement du régime réglementaire en Europe, la fenêtre d'autorisation au niveau des cookies, et on voit la même chose maintenant de plus en plus. Est-ce que c'est un impact tangible de la loi 25? Puis est-ce que ça veut dire que l'ensemble des entreprises doit réviser sa politique de cookies sur leur site web? Oui, Michel, c'est véritablement l'une des choses les plus visibles sur Internet. Vous devez offrir la possibilité à l'internaute de gérer son consentement, enfin, de donner son consentement et d'aménager en fait son consentement. Il peut dire oui à un certain nombre de témoins de navigation, c'est-à-dire les cookies, et refuser d'autres. Puis, vous devez lui dire aussi combien de temps vous conservez. Donc, ça veut dire, 1, avoir une politique de gestion des cookies, une politique des cookies, et 2, avoir une petite console. Donc, quand vous arrivez sur le site Internet qui vous dit « Hello, nous sommes les cookies et voulez-vous de nous et comment ?» Enfin, voilà. Alors, on a passé à travers les questions qu'on a reçues de l'auditoire. Donc, je pense que c'est un bon moment pour clore la présentation. Merci beaucoup, Joanne et Laurence, pour vos présentations et vos précieux conseils. À l'auditoire, merci de votre participation. Vous l'avez vu, la protection des renseignements personnels, c'est un sujet d'actualité, mais aussi d'importance. On a réussi à faire cette transition-là au niveau de la protection des lieux physiques. Donc, le tout est faisable au niveau de la protection des renseignements personnels, mais ça va nécessiter un effort, un investissement. Si vous avez besoin d'aide, Levio sera là pour vous accompagner. Je vous invite à cet égard à venir sur notre site web. Vous avez besoin de plus d'informations. www.levio.ca. Donc, encore une fois, merci de votre participation et bonne journée à tous.